Il ne demandait qu'un repas, mais sa question et ce qui s'ensuivit laissèrent l'élite de la ville dans un silence stupéfait. La grande salle de bal Legacy scintillait de lustres en cristal et des rires des plus riches de la ville. Puis le silence se fit, et, sous la voûte, se tenait un homme vêtu d'une veste militaire usée, ses bottes laissant des traces poussiéreuses sur le marbre poli. Il n'était pas censé être là, mais sa voix, rauque mais ferme, coupa court au bavardage. Puis-je jouer en échange d'un repas? Au début, ils ont ri. Un mendiant qui demandait à toucher un piano valant plus que sa vie. Impossible. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait imaginer, c'est que son geste suivant allait transformer leur cruauté en silence, leur certitude en honte et révéler une vérité si puissante qu'elle allait changer à jamais toute la salle. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Nous aimons voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la vidéo spéciale de demain. Maintenant, replongeons-nous dans l'histoire. Bonne lecture. Il avait survécu aux bombes et aux balles. Mais cette salle de bal dorée était un nouveau type de zone de guerre. Un vieil homme, perdu dans un manteau qui avait connu des jours meilleurs, se tenait au bord d'une mer de smoking et de robes de soirée. Il demanda à manger d'une voix rauque à force de ne pas être utilisé, sans savoir que sa simple requête était sur le point de bouleverser les fondements de leur monde soigneusement construit. L'air de la salle de bal Grand Legacy était chargé de l'odeur des parfums coûteux et du canard rôti. Des lustres en cristal, chacun de la taille d'une petite voiture, éclairaient les 200 hommes et femmes en contrebas. Ils formaient l'élite de la ville, un ensemble de PDG, de chirurgiens et d'héritiers qui se déplaçaient avec l'assurance tranquille de personnes qui n'avaient jamais essuyé de refus. Des rires, légers et fragiles, résonnèrent sur le sol en marbre, une symphonie d'autosatisfaction dans ce monde parfait et raffiné où un fantôme fit son apparition. Excusez-moi, dit une voix, un grondement grave qui semblait immédiatement déplacé. C'était une voix usée par le vent et le temps qui transperçait les bavardages légers comme un éclat de verre. Il se tenait juste à l'intérieur de la grande arche, un homme qui semblait venir d'un autre siècle. Sa veste militaire verte était effilochée au poignet et usée au coude. Ses cheveux gris étaient ébouriffés et une barbe de la même couleur grisonnante couvrait un visage marqué de rides qui racontaient des histoires de difficultés et non de succès. Il portait des bottes de travail éraflées, laissant de légères empreintes poussiéreuses sur le sol brillant. Chacune d'entre elles était un acte de défi contre l'élégance immaculée de la pièce. Il n'était pas seulement déplacé, il était un affront à l'idée même de cette soirée. Un murmure de silence se propagea depuis l'entrée. Les têtes se tournèrent, les conversations s'interrompirent, les yeux habitués à évaluer la valeur nette d'une personne d'un seul coup d'œil se plissèrent avec dédain et confusion. Comment a-t-il bien pu entrer ici? Murmura une femme en serrant son collier de perles, comme si la pauvreté de cet homme était contagieuse. Sécurité! Aboya quelqu'un depuis une table près de l'entrée. La voix appartenait à Richard Thompson, un homme dont le costume italien sur mesure coûtait probablement plus cher que ce que le vieil homme avait gagné en un an. Richard avait 45 ans, un visage beau d'une manière cruelle et anguleuse, et un air de supériorité qui lui collait à la peau plus que son eau de Cologne. Il était promoteur immobilier, avait hérité de l'entreprise de son père et avait doublé ses profits en rasant des quartiers défavorisés pour faire place à des immeubles de luxe. Pour lui, la compassion était un handicap, une faiblesse qu'il méprisait chez les autres et qu'il avait depuis longtemps éliminée chez lui. Le vieil homme semblait ne pas entendre la vague montante d'hostilité. Ses yeux, d'un bleu pâle et terne, balayaient la salle, non pas avec le désespoir d'un mendiant, mais avec le regard calme et évaluateur d'un soldat inspectant un nouveau terrain. Il voyait les robes scintillantes, les éclats d'or aux poignets, les sourires méprisants. Il voyait tout. Il fit un pas lent et délibéré en avant. Son mouvement était raide mais déterminé. « S'il vous plaît, répéta-t-il. Sa voix était un peu plus forte maintenant. « Je ne veux pas d'aumône. J'ai juste vu le piano. Puis-je en jouer en échange d'un plat? » Sa demande resta en suspens, si absurde, si déplacée, qu'il y eut un moment de silence stupéfait. Puis un seul rire sec rompit la tension. C'était Richard. Il rejeta la tête en arrière et rugit, d'un rire purement moqueur. Les autres, suivant son exemple, se joignirent à lui.
Bientôt, la salle de bal fut remplie d'un chœur de rire cruel, déferlant en vagues sur le vieil homme. Il resta sur place, le visage impassible. Son regard s'était posé sur le magnifique piano à queue trônant sur une petite estrade au centre de la pièce. C'était un fagioli, un piano à queue de concert avec une finition en ébène si profonde qu'elle semblait absorber la lumière. Sa perfection contrastait fortement avec l'existence usée de l'homme. Près des portes de la cuisine, une jeune serveuse nommée Emily Carter observait la scène, le cœur serré. Elle était étudiante à l'université et avait 2 emplois pour payer ses frais de scolarité, et elle reconnaissait la dignité tranquille dans le regard du vieil homme. Elle avait déjà vu ce regard dans les yeux de son grand-père après son retour de tournée. Le regard d'un homme qui avait tout donné et à qui on demandait maintenant de mendier. Elle commença à s'avancer vers lui, un verre d'eau à la main. Mais le directeur de l'hôtel, un homme nerveux nommé Peterson, lui saisit le bras. N'ose même pas, Emily. Il siffla, les yeux rivés sur les tables les plus riches. Ce n'est pas notre problème. Si tu t'en mêles, ce sera la dernière chose que tu feras dans cet hôtel. Emily se figea, déchirée entre son travail et sa conscience. Ses yeux croisèrent ceux du vieil homme pendant une fraction de seconde, et elle tenta de lui transmettre ses excuses, un élan de solidarité, mais il avait déjà reporté son attention sur la foule. Sécurité! Cria à nouveau Richard Thompson, le visage rouge d'indignation. Il était maintenant debout, gesticulant avec colère. Sortez ce clochard d'ici. C'est un événement privé. Nous avons payé pour avoir l'exclusivité, pas pour être accostés par des voyous qui pensent de pouvoir entrer ici et demander l'aumône. 2 hommes imposants en costume noir commencèrent à s'avancer depuis les côtés de la pièce. Ils avancèrent vers le vieil homme avec la lourdeur et l'inévitabilité d'un train de marchandises. La foule se tut à nouveau, anticipant le spectacle triste et inévitable de son expulsion. Mais le vieil homme leva simplement la main, dans un geste qui n'était pas défensif, mais autoritaire. Les agences de sécurité s'arrêtèrent un instant, déconcertés par son autorité inattendue. « S'il vous plaît, dit-il d'une voix calme et posée, s'adressant à Richard. « Juste une chanson. C'est tout ce que je demande. Pour un repas chaud. Je n'ai pas mangé correctement depuis 2 jours. » C'était un mensonge, bien sûr, un mensonge soigneusement construit. Il avait pris un repas tout à fait convenable dans un petit restaurant quelques heures plus tôt, mais il avait besoin de voir qui ils étaient vraiment. Il avait besoin de savoir ce qui se cachait sous leurs apparences soignées lorsqu'ils pensaient que personne d'important ne les observait. Toute cette soirée était un test et les sujets n'avaient aucune idée qu'ils étaient évalués. Richard rit à nouveau, d'un petit rire sec et incrédule. « 2 jours et vous pensez que c'est notre problème? Le monde est plein d'hommes paresseux comme vous qui refusent de travailler. Vous faites de mauvais choix. Vous vous retrouvez à la rue. Cela s'appelle la responsabilité personnelle. Vous devriez peut-être essayer un jour. » « Il a raison, » intervint un autre homme à la table de Richard, en ajustant sa cravate en soie. « Nous avons tous travaillé dur pour être dans cette pièce. Nous avons mérité notre succès. Personne ne nous a rien donné. » Le vieux vétéran faillit sourire. Il savait pertinemment que l'homme qui parlait avait hérité d'une entreprise de logiciels et l'avait presque mené à la faillite avant d'être renfloué par sa famille. Et Richard n'avait jamais vraiment travaillé dur de toute sa vie dorée. Le vieil homme connaissait mieux l'histoire de Richard que Richard lui-même. Il joua son rôle, laissant ses épaules s'affaisser. « J'ai essayé, monsieur, » murmura-t-il, la voix lourde d'un désespoir fin. « Mais personne ne veut embaucher un vieil homme. Ils disent que je ne suis bon à rien. » « Et ils ont raison, » rétorqua Richard en s'approchant. Une odeur de whisky coûteux émanait de lui. « Regardez-vous, sale et vieux. Quelle valeur pourriez-vous bien apporter à qui que ce soit? Ta place est au coin d'une rue avec une pancarte en carton. Pas ici parmi les gens qui contribuent réellement à la société. Les gens qui comptent. Les gens qui comptent, » répéta le vieil homme, sa voix perdant soudainement son tremblement. C'était un changement subtil, mais quelques personnes le remarquèrent. « Et qu'est-ce qui fait qu'une personne compte, monsieur? » « Le costume, le compte est en banque. »« Exactement, » dit Richard en pointant son doigt dans l'air. « Le mérite, le succès. Nous méritons d'être ici parce que nous avons prouvé notre valeur. Vous n'êtes qu'un fardeau. Un fantôme hantant les confins d'un monde que vous n'avez pas réussi à conquérir. » Le regard du vieil homme se posa à nouveau sur le piano facioli étincelant. Il trônait là comme un juge silencieux, sa surface polie reflétant cette scène déplaisante.
Une chanson, dit-il, sa voix redevenant une supplique tranquille. C'est la seule preuve que j'ai. Tu ne sais probablement même pas de quel côté du piano t'asseoir, lança quelqu'un dans la foule. Il va abîmer l'ivoire avec ses mains sales, ajouta un autre, suivi d'une vague d'approbation dégoûtée. Les yeux de Richard s'illuminèrent à l'idée malveillante qui venait de lui traverser l'esprit. Un sourire lent et cruel se dessina sur son visage. Il leva les mains pour demander le silence. Vous savez quoi? Annonça-t-il d'une voix tonitruante et faussement magnanime. Laissons-le jouer. Un murmure confus parcourut la salle. C'est vrai, continua Richard, en grimpant sur sa chaise pour s'adresser à toute la salle de bal. Donnons une chance à notre invité, une occasion de nous divertir. Il savoura l'instant, le pouvoir absolu qu'il ressentait alors que 200 pères dieux étaient braqués sur lui. Voici le marché. Il pointa un doigt manucuré vers le vieux vétéran. Vous nous jouez une chanson. Si vous arrivez à la jouer sans ressembler à un chat mourant, je vous offrirai personnellement le repas le plus cher du menu. La foule murmura, sentant la cruauté théâtrale du jeu. Mais, ajouta Richard, baissant dramatiquement la voix, si vous échouez, et nous savons tous que vous échouerez, vous serez escorté dehors par la sécurité et vous retournerez ramper dans le caniveau d'où vous venez. Et nous serons tous témoins de ce qui arrive quand on donne de faux espoirs à ceux qui ont mérité leur misère. Le vieil homme, Walter Hayes, sentit son pouls s'accélérer, non pas de peur, mais d'une anticipation froide et palpitante. Le piège était tendu. La première partie de sa leçon était sur le point de commencer. Le cercle de visages impatients autour de lui donnait l'impression d'être dans une arène romaine, et il était le gladiateur qu'ils étaient tous venus voir dévorer. Il pouvait presque goûter leur soif de le voir humilié. C'était une soif de confirmer leur propre supériorité, de justifier leur indifférence. « Faites vos jeux, mesdames et messieurs !» cria Richard, transformant l'humiliation en un spectacle grotesque. « Combien de notes pensez-vous qu'il pourra jouer avant d'abandonner? Je lui donne 5 secondes !» cria un homme au fond de la salle. « Je parie 100 $ qu'il ne saura même pas jouer une gamme correcte. » Rit une femme couverte de diamants. Son rire était comme le tintement de glaçons dans un verre, froid et vide. Walter s'avança vers le piano, adoptant une démarche lente et douloureuse. Chaque pas était calculé. Chaque battement de ses paupières faisait partie du spectacle. Il fit trembler ses mains en tendant le bras vers le couvercle poli du piano, ses doigts rugueux et calleux semblant incroyablement déplacés sur la laque noire impeccable. « Fais attention avec ça !» cria le directeur Peterson depuis le côté en se tordant les mains. « Cet instrument vaut plus que toute ta vie, vieil homme. » Une nouvelle vague de rire parcourut la salle, mais cette fois, Walter remarqua qu'ils n'étaient pas unanimes. Il vit Emily, la jeune serveuse, qui observait depuis l'entrée de la cuisine. Son visage était empreint de honte et de pitié pour la foule. L'un des agents de sécurité changea de position, l'air mal à l'aise. Même quelques-uns des invités les plus âgés détournèrent leur regard, le visage légèrement rougi par l'embarras. Mais Richard se délectait de la situation. Il avait tiré une chaise en velours au bord de la scène et s'était installé pour profiter du spectacle comme un roi assistant à une exécution publique. « Avant de commencer, » dit Richard d'une voix empreinte de condescendance, « laissez-moi rendre les conditions encore plus intéressantes. » Il fit une pause pour plus d'effet. « Si, par miracle, vous parveniez à nous impressionner, disons que vous jouiez suffisamment bien pour faire verser une seule larme d'émotion à quelqu'un dans cette salle. Je doublerai l'offre, pas seulement un repas. Je vous donnerai 1000 $, en espèces. » La salle de bal explosa. C'était l'insulte parfaite. 1000 $, ce n'était rien pour ces gens. C'était l'addition un pourboire, le prix d'une nouvelle paire de chaussures. Offrir cela comme grand prix revenait à dire que l'exploit ultime et impossible de cet homme valait moins que leur petite monnaie. « 1000 $! Hurla quelqu'un. Il va probablement s'évanouir rien qu'en y pensant. Walter s'assit sur le banc en cuir moelleux, feignant de la gêne. En réalité, il connaissait intimement ce modèle Fagioli. Il en avait un exactement pareil dans la salle de musique de son domaine isolé, un endroit dont personne dans cette salle ne connaissait l'existence. Mais ce soir-là, il n'était pas l'homme qui possédait ce domaine. Il était un fantôme, le reflet de leur propre humanité oubliée. « Que nous allez-vous offrir? » Richard ricana. « Twinkle, twinkle, little star. » C'est probablement la seule mélodie que vous connaissez. Encore des rires.
Walter resta silencieux, regardant les 88 touches comme s'il s'agissait d'un texte ancien et cryptique qu'il ne pouvait déchiffrer. Il avait besoin qu'ils le sous-estiment complètement. Il avait besoin que leur arrogance atteigne son paroxysme avant de commencer à la démolir. Note après note, dans la douleur. Tire la langue, railla une femme. Il n'a probablement pas reçu d'éducation formelle, déclara Richard à voix haute, jouant pour son public. Aucune formation musicale, mais nous devons être patients. Nous ne pouvons pas attendre trop d'un homme qui a clairement gâché toutes les chances que la vie lui a données. Walter leva lentement la tête, ses yeux bleus pâles cherchant ceux de Richard. « Des chances, murmura-t-il, sa voix juste assez forte pour être entendue dans le silence soudain. « Oh, il parle. » Richard applaudit avec un plaisir sarcastique. « Oui, des opportunités. Nous avons tous eu la chance de faire quelque chose de notre vie. Tous ceux qui sont dans cette pièce ont saisi leur chance. C'est pourquoi nous sommes ici et vous là-bas. Et où êtes-vous né? » demanda Walter d'une voix douce mais claire. La question prit Richard au dépourvu. En quoi est-ce important? Juste par curiosité, répondit Walter, les yeux balayant les visages des autres invités. Où avez-vous tous grandi? Dans quelles écoles êtes-vous allés? Un malaise palpable commença à se répandre dans la salle de bal. Si certains ici étaient des self-made men, beaucoup, comme Richard, étaient le produit d'immenses privilèges, nés dans un monde d'écoles privées, de relations familiales et de richesses héritées. Cela n'a aucune importance, rétorqua Richard, perdant peu à peu son sang-froid. Ce qui importe, c'est ce que nous avons fait de ce qui nous a été donné. Et qu'ai-je fait de ce qui m'a été donné? Demanda Walter, d'une voix toujours douce. Clairement rien, explosa Richard, la voix pleine de mépris. Regarde-toi, tu es un échec complet et total, un moins que rien. Les mots restèrent suspendus dans l'air, leur venin choquant même certains des invités les plus insensibles. Richard avait franchi une ligne, passant d'une cruauté désinvolte à quelque chose de profondément personnel et vicieux. Walter baissa les yeux vers ses mains, puis les posa sur les touches. Un silence s'abattit sur la salle. Ça y était. 200 personnes attendaient son échec. La confirmation définitive de leur propre supériorité. Elles attendaient les notes dissonantes et maladroites qui prouveraient que certaines personnes valaient tout simplement moins que d'autres. Il ferma les yeux pendant un long moment. Quand il les rouvrit, quelque chose avait changé. Son regard vide et fatigué avait disparu. À sa place, il y avait une concentration si intense, si profonde, que quelques personnes au premier rang se remuèrent inconfortablement sur leur siège. « Quelle chanson est-ce? » demanda à nouveau Richard. Mais sa voix n'avait plus la confiance d'avant. Elle était maintenant teintée d'une nervosité inexplicable. Walter prit une lente et profonde inspiration. « Une chanson sur une promesse, dit-il. Une chanson que j'ai apprise il y a très longtemps. Un ami me l'a apprise. Dans un endroit très loin d'ici. Comme c'est touchant. » Richard ricana, essayant de reprendre le contrôle. Une petite histoire larmoyante pour gagner notre sympathie. « Eh bien, ça ne marchera pas. Maintenant, jouez. » Walter appuya son doigt droit sur une seule touche. Le Do central. La note qui sortit du fazioli n'était pas le son maladroit et incertain auquel ils s'attendaient tous. Elle était parfaite, pure, résonnante et incroyablement claire. Elle flottait dans l'air silencieux comme une goutte d'argent liquide. C'était une note jouée par une main qui connaissait l'âme du piano, une note empreinte d'une beauté tranquille et mélancolique qui transperçait l'atmosphère cynique de la pièce comme un couteau chaud dans du beurre. Il tint la note pendant 5 longues secondes, laissant sa puissance et son mystère imprégner chaque personne présente dans la pièce. Quand il releva enfin le doigt, le silence qui suivit était différent. Ce n'était plus le silence d'une attente cruelle. C'était le silence d'une surprise authentique et stupéfaite. La chance du débutant, marmonna Richard. Mais un froncement de sourcils plissa son front. Sa voix n'était qu'un murmure, comme s'il essayait de se convaincre lui-même plus que quiconque. Cette seule note parfaite avait été jouée avec un contrôle qui demandait des années et non de la chance pour être maîtrisé. Les mains de Walter bougèrent à nouveau, ses doigts glissant sur les touches avec une grâce surnaturelle. Il joua une autre note, puis une troisième, les tissant ensemble pour former une mélodie simple et envoûtante. Ce n'était ni Beethoven, ni Chopin. C'était quelque chose qu'ils ne reconnaissaient pas. Cela ressemblait à une vieille chanson folklorique, quelque chose né dans les montagnes ou dans une prairie solitaire.
C'était simple, mais imprégné d'un profond sentiment de perte et de nostalgie. Qu'est-ce que c'est? Murmura quelqu'un. Je n'ai jamais entendu ça auparavant. Richard se pencha en avant sur sa chaise, les yeux plissés par la concentration. Cela ne se passait pas comme prévu. Un sans-abri n'était pas censé savoir jouer avec autant de sentiments, autant de maîtrise. Il était censé marteler les touches pour créer un spectacle embarrassant. Il était censé échouer. La mélodie simple commença à s'intensifier. La main gauche de Walter se joignit à lui, ajoutant des accords profonds et résonnants qui donnaient à la musique une base de tristesse. La musique parlait de chants détrempés par la pluie et de longues marches, de lettres jamais envoyées à la maison, des visages d'amis perdus trop tôt. C'était la complainte d'un soldat joué avec l'authenticité déchirante d'un homme qui l'avait vécu. Ses doigts, qui semblaient si rugueux et maladroits quelques instants auparavant, semblaient désormais être le prolongement de la musique elle-même, dansant sur l'ivoire et l'ébène avec une aisance qui ne pouvait venir que d'une vie entière de pratique. Il se retenait, maîtrisant toute la puissance de son talent, leur donnant juste assez pour briser leurs attentes, mais pas assez pour révéler sa véritable identité. C'était un jeu de suspense magistral et toute la salle était de son public involontaire. Il a dû l'entendre à la radio quelque part, dit Richard d'une voix tendue. Il essayait de fournir une explication logique pour ramener le vieil homme et son talent à une taille plus raisonnable. N'importe qui peut lui mémoriser un air simple, mais même en disant cela, il savait que c'était un mensonge. Il pouvait voir les subtils changements de tempo, le contrôle délicat des pédales, la façon dont Walter se penchait sur un accord pour lui donner plus de poids. Ce n'était pas de l'imitation, c'était de l'art. Walter pouvait sentir le malaise de Richard. Il le voyait bouger sur sa chaise en velours. La musique n'était pas un divertissement, mais un interrogatoire de sa propre âme superficielle. La mélodie envoûtante remplissait chaque recoin de la salle de bal. Une étrange magie commença à opérer sur la foule. Les chuchotements cessèrent. Les serveurs se figèrent sur place, leur plateau de champagne oublié dans leurs mains. Les gardes de sécurité à la porte s'étaient retournés, le visage figé d'émerveillement. La musique était un aimant, attirant toute l'attention de la salle vers le vieil homme débraillé assis au piano. « Il est vraiment très bon », admit une femme, la voix remplie d'une admiration réticente. « Bon », siffla Richard, bien qu'il gardât la voix basse. « C'est un truc facile pour gagner notre sympathie. » Mais le mensonge commençait à s'effriter. La musique devenait plus complexe. Walter commença à tisser une deuxième mélodie dans la première. Un contrepoint plus rapide, plus complexe. C'était un passage qui exigeait une dextérité qu'aucun amateur ne pouvait posséder. Pendant un bref instant, il laissa entrevoir son véritable talent. Ses doigts devinrent flous, volant sur les touches dans une cascade de notes brillantes et parfaites qui firent haleter plusieurs personnes dans le public. Pendant 10 secondes, il joua comme un pianiste de concert de classe mondiale. Le son était à couper le souffle, un torrent de génie musical aussi choquant que magnifique. « Mon Dieu !» souffla un homme au premier rang, la voix légèrement tremblante. Richard se leva brusquement de sa chaise, le visage empreint d'incrédulité. « Impossible !» articula-t-il. « Il ne peut pas. Il ne peut pas faire ce mort. » Et aussi vite qu'elle était apparue, la brillante étincelle de maîtrise disparut. Walter revint à la mélodie plus simple et plus triste, comme si cet incroyable éclat de talent n'avait été qu'un simple coup de chance, un heureux accident. Il termina le morceau par quelques accords doux et finaux qui s'estompèrent dans un silence profond et retentissant. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Toute la salle semblait retenir son souffle. Ils étaient venus s'attendant à une farce et avaient au contraire assisté à quelque chose de profondément, inexplicablement beau. Emily pleurait ouvertement maintenant, les larmes coulant sur son visage. La musique avait touché une partie de son chagrin qu'elle pensait avoir enfoui depuis longtemps. Son chagrin pour son grand-père, qui était revenu de la guerre, un homme différent, plus triste. Un très vieil homme aux yeux bienveillants et au visage marqué par une vie à la fois difficile et couronnée de succès se leva lentement de sa table et s'approcha de la scène. Il s'appelait Abraham Stevens, un homme qui avait bâti son empire industriel à partir de rien, à force de courage et d'intelligence. Il était mécène des arts depuis 50 ans et savait reconnaître le talent d'un maître lorsqu'il l'entendait. Il s'arrêta à quelques mètres du piano, les yeux remplis non pas de pitié,
mais d'un respect profond et sincère. Des larmes brillaient dans ses yeux. Jeune homme, dit-il d'une voix douce et rauque due à l'âge, où avez-vous appris à jouer ainsi? Walter leva les yeux vers lui pour la première fois de la soirée. Il abandonna son attitude soumise et regarda véritablement quelqu'un dans les yeux. Un peu partout, monsieur, répondit-il d'une voix calme. Ma mère m'a enseigné les bases. L'armée m'a appris le reste. La réponse était ambiguë, mais tout à fait vraie. Sa mère lui avait en effet montré ses premiers accords sur un vieux piano droit. Mais c'était pendant les longues nuits terrifiantes passées dans les hôpitaux de campagne et les bunkers de fortune, à jouer sur tous les instruments abîmés qu'il pouvait trouver, que la musique était devenue son ancrage, son langage pour exprimer les choses indicibles qu'il avait vues. L'armée ne lui avait pas enseigné la technique, mais elle lui avait appris à quoi servait la musique. Elle lui avait appris ce qu'était l'âme. Monsieur Stevens acquiesça lentement. Votre mère était une excellente enseignante. Et l'armée aussi. Il semblait que c'était le cas. Richard Thompson ne pouvait plus le supporter. Son monde soigneusement ordonné était en train d'être bouleversé. Stevens, ne soyez pas idiot. Il s'écria en se dirigeant vers la scène. Vous ne pouvez pas sérieusement tomber dans le piège. C'est un sans-abri inconnu. Les gens comme lui ne jouent pas du piano. Et pourquoi pas, Richard? Monsieur Stevens se tourna vers lui. Son calme contrastait fortement avec la rage bouillonnante de Richard. Quelle loi de la nature dit qu'un homme qui a connu des moments difficiles ne peut pas aussi posséder un grand talent? L'éducation, cracha Richard, les opportunités, l'argent. Il n'a rien de tout cela. Il faut ces choses-là pour apprendre à jouer d'un instrument comme celui-ci. L'accès à quoi exactement? Demanda Walter doucement, les mains toujours posées sur les touches. Sa voix coupa court à la tirade de Richard, le réduisant au silence. Richard bredouilla, pris au dépourvu, à une formation adéquate, au meilleur professeur, au conservatoire. Walter laissa un petit sourire triste effleurer ses lèvres. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, dit-il, les yeux balayant la foule silencieuse qui observait la scène. On n'apprend pas la musique uniquement dans des écoles coûteuses. On l'apprend en vivant. On l'apprend en souffrant. On l'apprend quand la mélodie dans votre tête est la seule chose qui vous empêche de devenir fou. On l'apprend quand on n'a plus rien d'autre. Ces paroles résonnèrent dans la salle de bal. Plusieurs invités, même les plus cyniques d'entre eux, se surprirent à acquiescer. C'étaient des mots simples, puissants et vrais, qui révélaient la pauvreté de la vision du monde de Richard. « Jouez encore » demanda M. Stevens d'une voix douce. « Je vous en prie » répondit Walter en se retournant vers le piano. Mais lorsqu'il recommença à jouer, un changement notable s'opéra. Le masque de l'humble mendiant commençait à tomber, et la passion qu'il avait réprimée jusqu'alors se mit à transparaître dans sa musique. Il choisit cette fois-ci une pièce de Chopin, l'auteur révolutionnaire. C'était une pièce née de la colère, de la défiance et d'un amour désespéré pour une patrie perdue. C'était une déclaration de guerre. La première corde tonitruante résonna dans la salle de bal, faisant sursauter les invités. La musique était une tempête, un tourbillon furieux de notes qui parlait de lutte et de rébellion. Elle était incroyablement rapide, incroyablement complexe, et il la jouait avec une fougue à la fois terrifiante et magnifique à voir. Richard Thompson regardait, le visage livide. Il sentait un nœud de pure panique se resserrer dans son estomac. Ce n'était plus un jeu, c'était une révélation. Le vieil homme au piano ne se contentait pas de jouer de la musique. Il démantelait tout le système de croyance de Richard, celui qui disait que la richesse équivalait à la valeur et que la pauvreté équivalait à l'échec. Ce vieil homme sans valeur démontrait d'un pouvoir, un génie que Richard savait qu'il ne pourrait jamais posséder. « Arrêtez !» cria Richard en faisant un pas vers la scène. « J'ai dit arrêtez !» Mais sa voix fut engloutie par la magnifique fureur de la musique. Personne ne l'écoutait plus. Ils étaient tous prisonniers de l'homme au piano. Le spectacle avait cessé d'être une demande de nourriture. Il était devenu un jugement, et tous les occupants de la salle, en particulier Richard, étaient pesés et mesurés. L'histoire n'était pas terminée. La véritable révélation était encore à venir, attendant dans les coulisses comme le mouvement final dévastateur d'une symphonie. Ce qui avait commencé comme un spectacle de cruauté se transformait, note après note, en un moment de vérité que personne dans cette salle dorée n'oublierait jamais. Les derniers accords tonitruants de l'œuvre de Chopin s'abattirent sur la grande salle de bal.
Chaque note était un coup de marteau contre les murs de l'arrogance et des privilèges. La musique était une chose vivante, une tempête sonore qui avait déchiré l'atmosphère complaisante, laissant dans son sillage un silence stupéfait et brisé. Pendant une minute entière après que les mains de Walter se furent levées du clavier, personne n'osa respirer. La fureur de la musique résonnait encore dans leurs oreilles, fantôme de la puissance brute et indomptée dont ils venaient d'être témoins. Richard Thompson était pâle, sa peau avait la couleur d'un vieux parchemin. Il fixait Walter, la bouche légèrement ouverte. Le vieil homme, la bombe, l'échec, venait de canaliser l'âme d'une révolution à travers ses doigts. Richard sentit une froide terreur s'insinuer dans ses os. C'était la peur primitive des puissants lorsqu'ils sont confrontés à une force qu'ils ne peuvent ni contrôler, ni acheter, ni comprendre. Il vit les expressions sur les visages autour de lui. Admiration, honte, confusion, et il réalisa avec un haut le cœur écœurant qu'il avait perdu la salle. Il n'était plus le maître de cérémonie. Il n'était plus qu'un clown dans un costume coûteux. Monsieur Stevens se tenait près de la scène, ses vieux yeux fixés sur Walter. C'était un homme qui appréciait la précision dans ses usines, dans ses relations d'affaires, dans son art. Ce qu'il venait d'entendre était plus que de la précision. C'était le mariage parfait entre une technique irréprochable et une âme profondément blasée. C'était le genre de performance que l'on pouvait entendre une fois dans sa vie dans les grandes salles de concert de Vienne ou de Moscou, pas de la part d'un homme vêtu d'une veste militaire en lambeaux qui jouait pour gagner son souper. Un souvenir lui revint à l'esprit. Une histoire qu'il avait entendue il y a des décennies à propos d'un jeune prodige. Un soldat qui jouait du piano sur le front. Sa musique était une lueur d'espoir dans les endroits les plus sombres. Mais l'histoire s'était terminée en tragédie. Le soldat avait disparu dans le brouillard de la guerre. Cela ne pouvait pas être vrai. Emily, la serveuse, était appuyée contre le mur près de la cuisine, la main pressée contre son cœur comme pour l'empêcher de battre à tout rompre. La musique l'avait bouleversée au plus profond d'elle-même. Elle n'était pas seulement belle, elle était vraie. Elle exprimait une douleur si profonde et une défiance si féroce qu'elle rendait insignifiantes toutes les petites préoccupations de sa propre vie et la richesse ostentatoire des personnes présentes dans cette pièce. Elle regarda Walter non pas avec pitié, mais avec une révérence habituellement réservée aux héros. Walter était assis sur le banc du piano, le dos droit, la respiration régulière. Il laissa le silence s'étirer, permettant à tout le poids de ce qu'il avait fait de s'imposer à eux. Il pouvait sentir leur jugement changer, leur certitude s'effriter. Il avait toute leur attention. Il était maintenant temps de passer à la deuxième partie de la leçon. Lentement, délibérément, il remit ses mains sur le clavier. Un murmure s'éleva dans la foule. Il pensait que le spectacle était terminé. Que pouvait-il faire de plus? Ses doigts touchèrent à nouveau les touches, mais cette fois-ci, il n'y eut ni tonnerre ni fureur. Les notes qui s'échappèrent étaient aussi douces et légères que des flocons de neige. Il commença à jouer Clair de Lune de Debussy. Si le Chopin avait été une tempête, c'était la lumière argentée et calme qui suivait. La mélodie était d'une simplicité exquise, d'une beauté poignante. C'était une chanson de mémoire, de clair de lune, sur une eau calme, une pièce que l'on ne pouvait trouver qu'après une guerre longue et brutale. Chaque note était une larme, une prière, un murmure d'espoir dans l'obscurité. Le choc émotionnel était stupéfiant. Il leur avait montré son feu. Maintenant, il leur montrait son cœur. Il jouait avec une tendresse presque insupportable à voir. Il ferma les yeux, la tête légèrement inclinée, perdu dans un monde où seul lui et la musique habitaient. Le public pouvait le sentir communier avec les fantômes, avec les souvenirs de personnes et de lieux disparus depuis longtemps. La musique n'était plus une performance, c'était une confession. C'était le morceau qui les avait brisés. La femme qui avait ri de ses mains sales se retrouva à se couvrir la bouche. Un sanglot lui monta à la gorge. L'homme qui avait parié qu'il ne saurait pas jouer une gamme correcte fixait ses propres mains manucurées comme s'il les voyait pour la première fois, se demandant ce qu'elles avaient bien pu créer d'aussi beau. Partout dans la salle, les façades dures des cyniques commencèrent à s'effriter. Des larmes jaillirent dans des yeux qui n'avaient pas pleuré depuis des années. La musique contourna leur intellect, leur statut, leur richesse, et s'adressa directement à la petite partie cachée d'eux-mêmes qui se souvenait encore comment le ressentir. Monsieur Stevens sentit une seule larme chaude couler sur sa joue ridée.
La vieille histoire, la légende du pianiste du champ de bataille, lui revint avec une force indéniable. On l'appelait le fantôme du piano, un jeune caporal dont la musique pouvait faire pleurer des soldats endurcis. Mais il était censé avoir disparu, présumément après un acte héroïque de sacrifice. Cet homme âgé et usé par le temps pouvait-il vraiment être lui? Richard Thompson regardait la scène se dérouler avec une horreur grandissante. Il vit M. Stevens essuyer une larme de son œil. Il vit d'autres personnes dans la foule pleurer ouvertement. Le pari, la condition impossible et humiliante qu'il avait fixée, à savoir jouer suffisamment bien pour faire verser une seule larme à quelqu'un dans cette salle, avait été rempli. Et pas seulement par une personne, mais par des dizaines. Il était tellement certain de l'échec de cet homme, tellement confiant en sa propre supériorité, que cette certitude était désormais en ruine autour de lui. Les 1000 $ lui semblaient dérisoires, une insulte au talent majestueux qui s'était manifesté, mais c'était plus que de l'argent. Il s'était spectaculairement trompé en public. Lui, Richard Thompson, avait été ridiculisé par un sans-abri. L'humiliation brûlait plus fort que n'importe quelle colère. Walter termina le morceau, les dernières notes flottant dans l'air comme des grains de poussière dans un rayon de lune, avant de s'évanouir dans un silence absolu. Ce silence était différent du précédent. Il était plus profond, plus intense. C'était un silence rempli de respect, d'admiration et d'une forte dose de honte collective. Pendant un long moment, Walter resta simplement assis, les mains sur les genoux. Puis il repoussa lentement le banc et se leva. En se levant, sa posture changea. Son air abattu avait disparu. Il se tenait droit, les épaules carrées, le dos droit. La transformation était étonnante. Il n'était plus un vagabond voûté. Il ressemblait à un soldat au garde-à-vous. Il se tourna vers la salle et ses yeux, clairs et perçants, se posèrent sur Richard Thompson. « Vous me devez 1000 $, dit-il. Sa voix n'était plus le murmure rauque et suppliant de tout à l'heure. C'était une voix claire et posée, pleine d'une autorité qui imposait le respect. Richard, agité et furieux, chercha son portefeuille à tâtons. Il en sortit une grosse liasse de billets de 100 $ et se dirigea vers la scène. Il ne voulait pas les remettre. Il voulait les jeter. Il voulait rétablir sa domination pour ramener ce moment à une simple transaction. Un homme riche payant un mendiant pour un service rendu. « Tiens, cracha-t-il en tendant l'argent à Walter. Prends ta charité et va-t'en. Tu as eu ton repas. Le spectacle s'est terminé. » Walter ne fit pas un geste pour prendre l'argent. Il se contenta de regarder la main tendue de Richard, puis de lever les yeux vers son visage. « Je ne crois pas avoir parlé de charité, » dit-il d'une voix froide comme l'acier. « C'était un pari. Un pari que vous avez proposé et que vous avez perdu. » Il laissa les mots flotter dans l'air comme une réprimande publique. Le visage de Richard devint rouge écarlate. Humilié, il laissa tomber l'argent sur la surface brillante du piano. Les billets se dispersèrent sur la laque noire, telle une tache vulgaire sur un objet sacré. Walter ignora l'argent. Il fit un pas en avant, balayant la pièce du regard, fixant les yeux de chaque personne qu'il regardait. Pendant quelques instants ce soir, commença-t-il, sa voix résonnante d'une puissance nouvelle. « Vous avez tous écouté, vous avez écouté la musique, mais je me demande si vous avez entendu ce qu'elle disait. » Il fit une pause, laissant la question faire son chemin. Cette première chanson, la plus simple, un ami l'a écrite pour sa fille, une petite fille qu'il ne verrait jamais grandir. Il me l'a fredonnée la veille de sa mort dans une tranchée gelée à l'autre bout du monde. Il m'a fait promettre de la jouer pour sa famille si jamais je revenais. Je ne les ai jamais trouvés, alors je la joue pour lui. Une vague de sobriété parcourut la foule. Ce n'était pas seulement de la musique, c'était un témoignage et le pan du spectacle. Walter continua, ses yeux retrouvant Richard, l'atout révolutionnaire. C'est un morceau qui parle de la lutte contre la tyrannie. Il parle du refus d'être écrasé par ceux qui croient que leur pouvoir leur donne le droit de vous effacer. C'est le son d'un homme qui a tout perdu sauf son honneur et qui ne se rendra pas. Son regard était si intense que Richard recula involontairement d'un pas et s'éclaircit la gorge. La voix de Walter s'adoucit légèrement. C'est pour les moments calmes entre les deux. Les moments où vous vous souvenez de ce pourquoi vous vous battez. C'est pour la paix que tant d'entre nous ont mérité, mais que si peu d'entre nous ont vraiment trouvé. Il quitta lentement la scène et se dirigea vers la piste de danse, se déplaçant avec une grâce et une assurance qui contrastaient avec ses vêtements en lambeaux. La foule s'écarta pour le laisser passer comme s'il était un membre de la royauté.
Il s'arrêta juste devant Richard. Vous avez parlé d'opportunité, dit Walter d'une voix basse, mais qui porta dans tous les coins de la salle silencieuse. Vous avez dit que j'avais gâché la mienne. Laissez-moi vous parler des opportunités qui m'ont été données. À 19 ans, j'ai eu l'opportunité de transporter un ami mourant sur 2 mètres à travers le territoire ennemi. À 20 ans, j'ai eu l'opportunité de tenir une radio et d'appeler une frappe aérienne sur ma propre position parce que nous étions submergés. C'était le seul moyen de sauver le reste de ma compagnie. Des exclamations parcoururent la salle de bal. L'homme qui s'était moqué de lui pour ne pas avoir saisi ses opportunités l'avait fait depuis une position de richesse héritée. Cet homme avait eu l'opportunité de se sacrifier, de souffrir, de mourir pour des gens comme Richard. J'ai eu l'occasion, poursuivit Walter d'une voix plus dure, de passer 3 ans dans un camp de prisonniers de guerre, où la seule chose qui nous permettait, à moi et aux autres hommes, de rester sains d'esprit était de fredonner les mélodies de Beethoven et de Mozart dans l'obscurité, car la musique était la seule chose qu'ils ne pouvaient nous enlever. M. Stevens, qui avait écouté avec une attention soutenue, finit par s'avancer. Son visage était livide. Les pièces du puzzle s'étaient mises en place. La légende était vraie. Mon Dieu, murmura M. Stevens, la voix tremblante d'émotion. Il regarda Walter, mais s'adressait à toute la salle. Vous ne savez pas qui c'est? Tous les regards se tournèrent vers le vieil industriel. Pendant la guerre, dit M. Stevens d'une voix plus forte, des histoires revenaient du front. Des histoires d'un jeune caporal, un prodige de la musique originaire d'une petite ville de l'Ohio, qui était devenu une légende. On disait que sa musique était une arme contre le désespoir. On disait qu'il trouvait des pianos détruits et des églises bombardées, et qu'il jouait pour les troupes, leur rappelant la patrie pour laquelle elles se battaient. Il se tourna vers Walter, les yeux remplis d'un mélange d'incrédulité et de profonde révérence. On l'appelait le pianiste de la Crète. Après la bataille de Hill 749, où il avait sauvé tout son peloton en se portant volontaire pour une mission suicide afin d'attirer les tirs ennemis, il avait été porté disparu, présumé mort au combat. Il avait reçu la médaille d'honneur à titre posthume. M. Stevens prit une inspiration tremblante, les yeux rivés sur le visage de Walter. Il s'appelait le caporal Walter Hayes. Un murmure collectif parcourut la salle de bal Grand Legacy. Le nom résonna dans le silence. Un nom tiré des livres d'histoire, un nom synonyme d'héroïsme et de sacrifice. Ils ne regardaient pas un sans-abri. Ils se trouvaient en présence d'une légende qu'ils croyaient tous morte. Walter Hayes esquissa un petit sourire triste. Les rapports sur ma mort, dit-il d'une voix teintée d'ironie lasse, étaient grandement exagérés. Richard Thompson resta figé, son monde complètement brisé. Il fixait un fantôme, un héros national, un homme dont le portrait était accroché dans les musées, un homme qu'il avait qualifié d'échec, de clochard, de moins que rien. L'ampleur catastrophique de son erreur de jugement était si immense, si totale, qu'il avait l'impression que le sol allait s'ouvrir et l'engloutir tout entier. Mais la révélation finale, la plus dévastatrice, était encore à venir. Car Walter Hayes n'était pas entré dans cette salle de bal par hasard. Il avait une raison très précise d'être là ce soir-là, et son objectif était étroitement lié à l'événement même qu'ils célébraient tous. Le nom du caporal Walter Hayes tomba dans le silence stupéfait de la salle de bal, comme une pierre jetée dans un puits profond. Les ondulations se propagèrent instantanément. Une femme âgée, assise à une table au fond de la salle, eut le souffle coupé et porta la main à sa poitrine. « Walter Hayes, ce n'est pas possible. Mon père a servi avec lui. Il a parlé de lui jusqu'à sa mort. » Un autre homme, un juge à la retraite connu pour son stoïcisme, sortit son téléphone. Ses doigts, d'habitude si fermes, tremblaient tandis qu'il tapait le nom dans un moteur de recherche. L'écran s'illumina de photos noires et blancs granuleuses d'un jeune soldat beau, d'une brève biographie et de la citation officielle pour sa médaille d'honneur. Il regarda tour à tour le jeune visage à l'écran et le visage buriné de l'homme qui se tenait devant eux. Les yeux étaient les mêmes, pâles, clairs et remplis d'une lumière ancienne et savante. « C'est lui !» murmura le juge à ses voisins, la voix incrédule. « C'est vraiment lui. » Les murmures se transformèrent en un brouhaha de conversations étouffées et frénétiques. L'histoire de Walter Hayes n'était pas seulement un épisode de l'histoire militaire. Elle faisait partie de la mythologie nationale. Il était le symbole d'une époque révolue, celle du courage et du sacrifice.
et il se tenait parmi eux, vêtu des habits d'un homme qu'il venait de rejeter comme un déchet humain. La honte qui régnait dans la pièce était palpable. Elle était épaisse et suffocante, s'accrochant aux costumes coûteux et aux robes de soie comme un linceul. L'esprit de Richard Thompson refusait tout simplement d'accepter cette information. Son cerveau était en proie à un chaos frénétique de déni et de panique. « Non !» balbutia-t-il en secouant de la tête. « Non, c'est une ruse, un mensonge. C'est un escroc qui a lu un livre d'histoire. Walter Hayes est mort. » Walter reporta son regard calme et inébranlable sur Richard. « Je vous assure que je suis bien vivant, » dit-il d'une voix calme, mais qui portait un poids immense. « Mais pendant longtemps, j'ai préféré être un fantôme. C'est plus simple. Les fantômes n'ont pas à regarder le monde pour lequel ils se sont battus, oublier ses promesses. Ils n'ont pas d'avoir l'honneur pour lequel ils ont versé leur sang à être troqués contre l'égoïsme et la cupidité. » Son regard balaya la salle, et chaque personne présente ressentit la douleur de ces mots. Ils étaient venus ici ce soir pour un gala de charité, une soirée pour se sentir bien dans leur peau, pour signer un chèque et se féliciter de leur générosité. Ils considéraient cela comme une obligation, une fonction sociale. Aucun d'entre eux n'avait vraiment pensé aux personnes qu'ils étaient censés aider. Pour eux, les anciens combattants étaient un concept abstrait, un groupe anonyme aidant le besoin, à aider à distance, en toute sécurité. Mais maintenant, ce concept avait un visage, un nom et une voix qui les tenaient tous pour responsables. « Vous êtes tous ici ce soir pour une noble cause, » dit Walter d'une voix plus tranchante. « Vous êtes ici pour collecter des fonds pour le nouveau centre d'aide aux anciens combattants du centre-ville. Un lieu destiné à aider les hommes et les femmes qui sont revenus du service et se sont retrouvés perdus. Un lieu où on leur offre des conseils, une formation professionnelle et un repas chaud. Un lieu qui leur montre que le pays qu'ils ont servi ne les a pas oubliés. » Il laissa l'ironie de sa déclaration flotter dans l'air. « Une cause louable, » poursuivit-il. « Tellement louable, en fait, qu'un donateur anonyme a donné 5 millions de dollars pour lancer ce projet. C'est grâce à ce don que vous êtes tous ici ce soir. Il a financé cette salle de bal, votre délicieux repas, le champagne même que vous buviez en riant d'un vieux soldat affamé. Une nouvelle vague de choc parcourut les invités. Ils connaissaient tous le mystérieux bienfaiteur. Sa générosité faisait parler les cercles philanthropiques de la ville depuis des mois. Richard Thompson fixa Walter, un soupçon terrifiant se dessinant dans ses yeux. C'était une pensée si absurde, si bouleversante, qu'il ne parvint même pas à la formuler. Walter fit un léger signe de tête presque imperceptible, comme s'il lisait dans les pensées de Richard. « J'ai eu de la chance dans ma vie depuis la guerre, » dit-il simplement. « J'ai lancé une petite entreprise. Elle a bien marché. Très bien même. J'ai toujours pensé que la meilleure façon d'honorer ceux qui ne sont pas revenus était de prendre soin de ceux qui sont revenus. Alors quand j'ai appris que cette ville essayait de construire un nouveau centre, j'ai voulu aider. J'ai fait un don. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place. La pièce est devenue si silencieuse que le bruit d'une fourchette tombant dans la cuisine au loin ressemblait à un coup de feu. L'homme sans abri dont ils s'étaient moqués, le vétéran qu'ils avaient méprisé, était la raison même pour laquelle ils étaient tous là. Il était leur hôte, leur bienfaiteur, leur juge. « Mais je ne donne pas mon argent comme ça, » a poursuivi Walter, la voix dure comme le granit. « Je dois savoir qu'il sera utilisé à bon escient. Je dois savoir que les personnes chargées d'aider mes camarades vétérans se soucient réellement d'eux en tant qu'êtres humains, et pas seulement comme une cause à afficher sur un en-tête de lettres. » Son regard transperçait Richard Thompson. « C'est pour cela que je suis venu ici ce soir. Je voulais rencontrer le président du comité de collecte de fonds. Je voulais le regarder dans les yeux. Je voulais voir par moi-même quel genre d'homme il était. » Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses jambes tremblaient et il crut qu'il allait s'effondrer. Ce n'était pas seulement une gaffe sociale, c'était l'anéantissement complet et total de sa réputation, de sa carrière, de son identité même. Il avait été jugé et évalué par l'homme dont l'opinion comptait le plus, et il avait été trouvé grotesquement insuffisant. « Vous, Monsieur Thompson, » dit Walter, d'une voix désormais dénuée de toute émotion. C'était la voix neutre et définitive d'un homme prononçant une sentence. « Vous vous êtes tenu ici ce soir et vous avez déclaré qu'un homme dans ma position était un fardeau, un échec, un moins que rien.
Vous avez regardé un ancien combattant qui, selon vous, n'avait rien, et vous ne lui avez montré que du mépris. Vous avez transformé son appel à l'aide en un jeu cruel pour votre propre amusement. Il fit un pas vers lui. Richard tressaillit comme s'il avait été frappé. Comment peut-on faire confiance à un homme qui a autant de venin dans le cœur pour s'occuper de ceux qui souffrent? Walter demanda à l'Assemblée. Comment peut-il diriger un centre qui exige de l'empathie alors qu'il n'en a aucune? Comment peut-il honorer le sacrifice alors qu'il n'a jamais rien sacrifié de toute sa vie dorée? Il n'avait pas besoin d'attendre une réponse. Le verdict était inscrit sur les visages de toutes les personnes présentes dans la pièce. Richard Thompson était fini. Walter annonça d'une voix empreinte d'une autorité absolue que sa décision prenait effet immédiatement. Vous êtes démis de vos fonctions de président du comité. Vous ne serez plus impliqué dans le centre d'aide aux vétérans. Je pense que votre présence n'est plus requise ici ce soir. Il ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. La finalité tranquille de ces mots était plus dévastatrice que n'importe quelle tirade. Richard resta debout un instant. Son visage était un masque horrible de rage, de honte et d'incrédulité. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, pour protester, mais seul un croassement étranglé sortit. Il regarda autour de lui, cherchant un allié, un seul visage amical, mais ne trouva que condamnation et dégoût. Vaincu, il se retourna et tituba vers la sortie. Un homme brisé disparaissant dans l'obscurité qu'il avait si largement méritée. Des applaudissements discrets s'élevèrent au fond de la salle et s'amplifièrent lentement, non pas pour saluer le départ de Richard, mais pour approuver le jugement de Walter. Walter leva la main et le silence revint dans la salle. Il n'avait pas fini. Son regard balaya la foule jusqu'à ce qu'il trouve Emily, la jeune serveuse, toujours debout près de l'entrée de la cuisine. Son visage était baigné de larmes. Il lui fit signe de s'approcher d'un geste doux de la main. Hésitante, elle s'avança vers lui, son simple uniforme noir et blanc contrastant fortement avec les robes scintillantes des autres femmes présentes dans la salle. Elle s'arrêta devant lui, l'air nerveux et bouleversé. « Comment vous appelez-vous, jeune fille? » demanda Walter d'une voix désormais chaleureuse et bienveillante. « Emily, monsieur. Emily Carter. »« Emily, » dit Walter, un sourire sincère illuminant son visage pour la première fois. « Ce soir, j'ai vu beaucoup de laideur, mais je vous ai aussi vu. J'ai vu la gentillesse dans vos yeux. Je vous ai vu venir à mon aide alors que tout le monde riait. Vous étiez prête à risquer votre emploi pour une inconnue que vous pensiez dans le besoin. Vous, Emily, vous avez un caractère que l'argent ne peut acheter et que les épreuves ne peuvent effacer. » Il se tourna vers le reste de la salle. C'est le genre de personne qui devrait travailler avec nos anciens combattants. Quelqu'un qui a un cœur compatissant. Il regarda à nouveau Emily. « Je crois comprendre que vous êtes étudiante. Qu'étudiez-vous? »« Le travail social, monsieur, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je veux travailler dans des programmes d'aide aux sans-abri. » Le sourire de Walter s'élargit. « Bien sûr, dit-il. Eh bien, considérez que vos frais de scolarité et tous vos prêts étudiants sont payés en totalité à partir de demain. » Emily eut le souffle coupé et porta les mains à sa bouche. « Monsieur, je ne peux pas. »« Vous pouvez et vous le ferez, » dit Walter doucement. « Et lorsque vous aurez obtenu votre diplôme, je serai honoré que vous acceptiez le poste de directrice des relations communautaires pour le nouveau centre. Enfin, si cela vous intéresse, bien sûr, » des larmes de gratitude et de stupéfaction coulaient sur le visage d'Emily. Elle ne pouvait que hocher la tête, incapable de parler. Elle était venue travailler ce soir en s'attendant à servir des boissons et à débarrasser des tables. Elle repartait avec un avenir entièrement réécrit, une récompense pour un simple geste de décence. Walter se tourna ensuite vers Abram Stevens. « Monsieur Stevens, dit-il d'une voix pleine de respect, vous êtes un homme qui a construit des choses durables, un homme qui valorise l'intégrité, et vous avez été la première personne ce soir à me regarder et à voir en moi un être humain plutôt qu'un problème. Le comité du Centre de soutien aux anciens combattants a besoin d'un nouveau président. Je ne vois personne de mieux placé pour cette tâche. » Stevens, visiblement ému, s'avança et serra la main de Walter. « Ce serait le plus grand honneur de ma vie, Caporal Hayes, » dit-il d'une voix chargée d'émotion. Enfin, Walter retourna vers le piano. Il ramassa les billets de $100 que Richard avait jetés là. Il retourna vers Emily, stupéfaite et en larmes, et lui mit la liasse de billets dans la main. « Je crois que cela vous appartient, » dit-il doucement.
Le prix pour avoir gagné un pari dont vous ne saviez même pas que vous faisiez partie. Monsieur Thompson avait parié que personne dans cette salle ne serait ému aux larmes par ma musique. Vous et Monsieur Stevens lui avez prouvé qu'il avait tort. Vous avez prouvé que l'humanité existait encore ici. Il lui serra une dernière fois la main avec paternalisme, puis se tourna vers toute la salle de bal pour s'adresser à elle une dernière fois. Regardez autour de vous, ordonna-t-il. Ce soir, vous avez vu un homme en haillons et vous l'avez jugé. Vous avez vu un homme en costume élégant et vous l'avez suivi. Vous aviez tort dans les deux cas. Souvenez-vous de cette soirée. Souvenez-vous-en chaque fois que vous serez tenté de juger la valeur d'une personne à ses vêtements ou à son argent. La véritable valeur se mesure au caractère d'une personne, et on la trouve souvent là où on s'y attend le moins. Sur ces mots, il se retourna et se dirigea vers la grande arche. Le directeur de l'hôtel, Peterson, qui s'était caché, terrifié, se précipita vers lui, le visage couvert de sueur. « Monsieur Hayes, je suis vraiment désolé. Veuillez me pardonner. Je ne savais pas. » Walter s'arrêta et regarda l'homme. Il ne dit pas un mot. Il se contenta de soutenir le regard du directeur pendant un long moment, en silence. Dans ce regard, Peterson vit sa propre lâcheté, sa propre déférence pathétique envers la richesse et le pouvoir, et il se recroquevilla, toutes ses excuses balbutiées mourant sur ses lèvres. Walter Hayes sortit de la grande salle de Bal Legacy, laissant derrière lui une mer de 200 âmes transformées. Il était entré comme un fantôme, un homme invisible qu'ils avaient essayé d'effacer. Il repartit comme une légende, un monument vivant à une vérité qu'il ne pourrait désormais plus jamais oublier. L'histoire de cette nuit-là allait être racontée et répétée pendant des années. Elle devint une légende locale, un récit édifiant pour les arrogants et une source d'inspiration pour les bienveillants. Le Centre de soutien aux vétérans ouvrit ses portes 6 mois plus tard, avec M. Stevens à sa tête, et une Emily Carter passionnée qui changeait des vies sur le terrain. Il devint un phare d'espoir dans la ville, un témoignage de ce qui pouvait être accompli lorsque le véritable caractère, et non seulement la richesse, étaient autorisés à diriger. Et dans cette salle de bal doré, le magnifique piano Fazioli se tenait comme un témoin silencieux. Il avait été l'instrument d'un test, le vecteur d'une leçon. Ses touches avaient canalisé la tristesse de la complainte d'un soldat, le feu d'une révolution et la douce lumière de l'espoir. Au final, la musique avait fait plus que remplir une pièce de son. Elle l'avait remplie de vérité. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et partagez vos impressions ci-dessous. D'où la regardez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Restez à l'écoute pour d'autres histoires immersives.